Bonsoir. Merci pour votre fidélité sur Éclair TV. Nous traiterons aujourd'hui du rôle du préfet, puisque vous êtes nombreux, y compris les partenaires sociaux, à lui demander d'intervenir dans le conflit des collectivités. Cela est-il possible ou est-ce de sa part une démarche qui serait délicate? Deuxièmement, pas moins de 7 candidats se sont déjà annoncés concernant les futures élections régionales. Nous verrons la règle sur le cumul des mandats. Enfin, nous évoquerons pour le sujet national la suppression de l'École nationale d'administration décidée par l'actuel président de la République. Intéressons-nous donc actuellement au rôle du préfet. La vie publique sur un territoire, et en particulier un département-région comme la Guadeloupe, est organisée autour de 2 systèmes différents. D'un côté, il y a le système de la déconcentration administrative. Ce sont les services de l'État, avec des services à compétence générale. Ce sont les services de la préfecture. Et vous avez constaté qu'il y a également des services à compétences spéciales tels que la DEAL, la DAF, etc. Et parallèlement, il y a également, à côté de la déconcentration administrative des services de l'État, la décentralisation. L'État a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales et ces collectivités gèrent ces compétences dans le cadre de la décentralisation. Premier élément d'observation, les 2 acteurs, déconcentrés ou décentralisés, ne tirent pas leur légitimité de la même source, puisque les fonctionnaires de l'État des services déconcentrés sont nommés, tandis que les responsables, les exécutifs des services locaux décentralisés sont élus, élections municipales, départementales, régionales. Donc, il ne peut en aucun cas y avoir une hiérarchie ou une quelconque autorité directe de la préfecture vers les collectivités territoriales. Donc, c'est la première problématique, il n'y a pas de hiérarchie. Cependant, le préfet peut exercer un contrôle a posteriori sur les actes administratifs des collectivités. C'est la raison pour laquelle il y a un contrôle de légalité au niveau de la préfecture. Il y a également un contrôle de légalité au niveau de la Chambre régionale des comptes. Et bien évidemment, il y a toujours possibilité de lien entre le service déconcentré et le service décentralisé, par exemple à travers les contrats de convergence qui ont succédé au contrat de plan État-région. Or, le conflit des collectivités concerne, et la décentralisation est très claire, l'autorité hiérarchique d'un maire, président de conseil départemental, régional ou président d'un EPCI vis-à-vis de son personnel. Et au terme de la décentralisation, seul le président ou le maire a autorité sur son personnel. Prenons donc le cas de figure où le préfet s'engagerait personnellement, et quand bien même il le ferait en tant que médiateur sollicité par les 2 parties, que se passerait-il s'il s'engageait? 3 problèmes se poseraient. Le premier, à partir du moment où le préfet s'engage dans un conflit qui concerne un exécutif et son personnel, alors même qu'il n'y a pas une menace particulière sur l'exercice des missions de service public, en tout cas de nature à caractériser des manquements ou des carences fautives, si le préfet entre dans un processus de négociation à ce niveau-là, il se met en position de fait, de substitution, en tout cas partielle, quand bien même il a été sollicité, puisqu'il va participer au processus de décision. Or, le processus de décision vis-à-vis du personnel territorial relève essentiellement de l'autorité territoriale. Donc, il y a un risque, si le préfet s'engage dans un tel conflit, que son engagement ne soit pas regardé comme une volonté personnelle de médiation, mais soit regardé
comme une substitution. Or, le processus de substitution en décentralisation existe, mais n'existe que lorsqu'il y a carence fautive dans l'exercice des missions de service public, et qui plus est, il y a une procédure très particulière que le préfet doit respecter avant d'user de son pouvoir de substitution. Donc, premier écueil qui ne serait pas très favorable, en tout cas, qui amène le préfet à une certaine prudence, ce serait cette substitution partielle, mais de fait. Deuxième problématique, en participant à la décision, le préfet se livre à ce qu'on appelle un contrôle, même indirect ou partiel, d'opportunité, qui plus est a priori. Or, la décentralisation est très claire, et s'agissant en particulier des conflits d'un exécutif avec son personnel, le préfet ne peut exercer qu'un contrôle a posteriori, qui est un contrôle de légalité financière ou administrative, et en aucun cas, il ne peut intervenir a priori, dans le cadre d'un contrôle d'opportunité, sur les pouvoirs qui sont ceux des exécutifs, à savoir le pouvoir sur les actes et le pouvoir sur les personnes. Autrement dit, l'engagement du préfet pourrait également être regardé comme étant une participation dans le cadre d'un pouvoir, d'un contrôle d'opportunité qui n'est pas prévu, en tout cas, qui est même interdit par la décentralisation. Enfin, troisième élément, le préfet est responsable des missions régaliennes de l'État. Et donc, s'il s'engage sur des missions qui ont été transférées aux collectivités territoriales sans qu'il ne fasse la preuve qu'il y ait un manquement suffisamment grave pour nécessiter le processus de substitution que j'évoquais précédemment, il est donc incontestable que le préfet reste prudent dans la mesure où il se retrouverait, malgré la bonne volonté qui pourrait être la sienne et l'appel qui pourrait être celui des différentes parties, malgré cet appel, il reste quand même dans une position assez délicate. Alors, il sera toujours possible de me dire, mais le préfet à la Guadeloupe est déjà intervenu à plusieurs reprises. On l'a vu dans l'affaire de l'eau. Mais je rappelle que dans l'affaire de l'eau, il y a eu carence en matière de services publics, au point que le préfet a pris un ordre de réquisition et que le gouvernement lui-même s'est emparé de l'affaire et a déjà pris, en tout cas envisage tout simplement, une dissolution du SIAG. Je reste persuadé que si ce n'a pas encore été fait, c'est que le gouvernement attendait le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a fait passer le déficit du SIAG de 17 millions à multiplier par 2, près de 32 millions, et que la dissolution du SIAG sera à terme prononcée. Mais là, le préfet n'a fait qu'user d'un pouvoir de substitution en mettant en place ce qu'on appelle des procédures d'intérêt général et par conséquent de réquisition. Il en est de même, on l'a vu, concernant les grèves, la grève et les perturbations liées au mouvement dans le bâtiment. Je vous rappelle, pour en tout cas, à titre d'attention à attirer, que c'est le préfet qui a été chercher Jean-Yves Ramassamy pour le ramener à la table des négociations. Mais là, nous sommes également dans une mission régalienne de l'État, puisque la législation du travail concerne bien évidemment la responsabilité de l'État, et par conséquent, il était beaucoup plus facile de pouvoir intervenir, en tout cas sur ces deux conflits, y compris d'ailleurs celui de la Sablière. Donc ce que peut faire le préfet au mieux, c'est mettre à disposition ces services pour qu'ils apportent leurs compétences ou leur ingénierie, sachant que j'ai beaucoup de mal à comprendre que ces services et la contribution des services de l'État pourrait être simplement pour l'évaluation des incidences financières liées aux augmentations de grade, puisque n'importe quel service des ressources humaines des collectivités associées à la comptabilité est en mesure de dire si 10 adjoints techniques passent adjoint technique principal deuxième classe, combien ça coûte. Donc finalement, les services de l'État, même dans ce cas de figure, sont, à mon avis, en tout cas, inopportuns pour pouvoir intervenir. Enfin, je voudrais rappeler que beaucoup de conflits chez nous
ce sont les élus qui commencent la négociation et bien souvent, c'est l'État qui termine. Il faut faire attention puisque lorsqu'une compétence a été gérée par les élus, que cette compétence n'est pas correctement assumée et que dans le cadre d'un conflit, c'est l'État qui conclut, la légitimité politique des élus ne peut que se trouver affaiblie, alors même que l'image, au regard du contexte particulier qui est le nôtre actuellement, l'image de l'homme ou de la femme politique n'est pas forcément au meilleur, en tout cas de sa représentation favorable. Donc il faut que nous soyons vigilants et que localement, les différents acteurs arrivent à trouver les voies du dialogue. Il nous faut sortir de la logique du rapport de force, faire appel au droit lorsqu'il est en mesure d'éclairer un certain nombre de domaines ou de matières, mais également savoir que le droit, et je l'ai suffisamment dit, ne permet pas de tout régler. Au contraire, veillons à ce que nous puissions trouver le consensus guadeloupéen qui ne peut s'élaborer qu'à travers les règles que nous allons fixer nous-mêmes au regard, bien évidemment, d'un rapport de réciprocité, mais également d'un rapport de respect mutuel, puisque je voudrais rappeler que nos élus en particulier sont des élus, et quel que soit le reproche qu'on peut leur faire, ils tiennent leur légitimité justement du suffrage démocratique et que par conséquent, ils disposent de cette prérogative de pouvoir décider en lieu et place de la population. C'est ça la délégation politique. À charge pour eux d'être suffisamment à l'écoute pour qu'il n'y ait pas obligation que la route soit barrée, pour qu'on puisse les voir accourir auprès de ceux qui ont barré la route, au point que les barrages maintenant deviennent les prémices, en tout cas préalables, du dialogue social. Nous avons donc terminé pour notre premier sujet relatif à l'engagement du préfet dans les conflits des collectivités territoriales. Nous allons donc aborder le problème du cumul des mandats. S'agissant du cumul des mandats, il n'a échappé à personne qu'avec l'approche des élections départementales et régionales, les candidatures se multiplient, il y en aura vraisemblablement d'autres, mais il y en aura moins, à mon avis, vers la fin, dans la mesure où la constitution d'une liste n'est pas forcément très facile. En fait, on constate que parmi les candidats annoncés, il y a des maires, il y a des députés, donc des parlementaires, ou tout simplement des candidats qui n'ont pas de fonction élective. Alors que dit la loi? La loi dit bien que tous ceux qui veulent se présenter à un mandat électif ont la possibilité de le faire, quel que soit le nombre de mandats préalables qu'ils détiennent. Cependant, en même temps, la loi visant la transparence et particulière de la vie politique, et particulièrement celle de 2017, rappelle qu'il n'est pas possible d'avoir plus de 2 mandats locaux, à l'exception bien sûr des établissements publics de coopération intercommunale, et que ces 2 mandats locaux ne peuvent contenir qu'un seul exécutif. Donc, je m'explique. Un administré, qui donc n'est pas maire ou président de conseil départemental, peut être à la fois conseiller régional, premier mandat électif, conseiller départemental, deuxième mandat électif, et siéger tout à fait normalement dans un EPCI, et dans communauté d'agglomération ou communauté de communes de Marie-Galante, sans pour autant être dans une situation d'incompatibilité électorale, puisqu'il a 2 mandats, plus un siège dans un EPCI qui n'est pas comptabilisé parmi les mandats électifs. Le deuxième cas de figure, un maire décide de se présenter. Il a droit à 2 mandats, dont un exécutif. S'il est maire, président du conseil départemental ou président du conseil régional, il a déjà un mandat exécutif. Il ne peut détenir qu'un seul autre mandat. Donc, il peut être conseiller, on prend le cas du maire, il peut être conseiller départemental, il peut être conseiller régional, mais également siéger à la communauté d'agglomération. C'est le cas, par exemple, qui me vient à l'idée, le maire de Petit-Bourg, qui est maire, donc un exécutif. Il est également vice-président du conseil régional, donc 2e mandat, mais
compte tenu du fait que les EPCI ne sont pas comptés, il est président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Donc, lorsqu'il s'agit d'avoir déjà un mandat local, il est toujours possible de se présenter à plusieurs élections, mais pas plus de 2 mandats pour n'importe quel élu, et pour un exécutif, pas plus d'un seul mandat. Autrement dit, il est possible, par exemple, le président de région est à la fois président de région, un exécutif, et il a un mandat de conseiller municipal. Il lui est toujours possible de se présenter au conseil départemental, mais à ce moment-là, que se passera-t-il? Il sera président de région, il sera à la fois président, membre du conseil départemental, il sera à la fois conseiller municipal. Ça fait par conséquent un mandat de trop. Il devra donc à ce moment-là user de ce qu'on appelle le droit d'option. Que dit le droit d'option? Puisqu'on peut se présenter à toutes les élections que l'on veut, mais qu'il y a une règle de cumul, le droit d'option, et contrairement à ce qu'on pense, n'est pas forcément le fait que l'élu doive démissionner du mandat le plus ancien, pas du tout. Ça se passe en 2 étapes. L'élu dispose de 30 jours pour pouvoir prendre une décision par rapport au mandat antérieur qu'il détenait. Autrement dit, si un président de conseil régional et en même temps conseiller municipal est élu conseiller départemental, et je prends tout à fait un cas de politique fiction, il devra, dans les 30 jours, choisir ou de démissionner conseiller municipal ou tout simplement de démissionner du conseil départemental pour les incompatibilités. Avec la seule différence que la loi reste très véyative en ce qui concerne ce qu'on appelle les démissions volontaires, à savoir que certains élus, par exemple au conseil départemental, auront la volonté, vu qu'ils veulent promouvoir un élu, mais que cet élu n'a pas suffisamment de stabilité ou de base électorale, il est intéressant, en tout cas pour un maire sur le plan stratégique, de se mettre titulaire et puis tout de suite après l'élection, de démissionner pour que le suppléant monte. Attention, la loi est très sévère à ce sujet-là, puisque si tel est le cas, c'est-à-dire que l'élu démissionne du mandat qu'il vient d'acquérir, non seulement par sa démission, il perd l'avantage du mandat, mais automatiquement, le mandat le plus ancien tombe. Et s'il s'agit d'un maire et que le mandat le plus ancien est sa mairie, a priori, il est censé perdre son statut de conseiller municipal. Il faut donc qu'on soit très vigilant à ce niveau-là. Et nous avons donc analysé le cas des élus locaux. Maintenant, la situation des parlementaires est encore plus compliquée, puisque non seulement les parlementaires ne peuvent pas avoir un exécutif, donc on ne peut pas être à la fois député ou sénateur, maire ou président de conseil départemental ou régional, mais de surcroît, ils ne peuvent même pas être vice-président. C'est-à-dire qu'un député, quel qu'il soit, on pourrait prendre un exemple, ne peut en aucun cas être vice-président, maire adjoint, vice-président du conseil départemental ou régional, et la loi va plus loin, puisqu'il ne peut même pas être vice-président, a fortiori président, d'un établissement public de coopération intercommunale. Alors que pour les élus locaux, on peut être membre, en tout cas président, sans aucune difficulté. Donc on voit bien que concernant les parlementaires, pour qu'ils puissent se consacrer davantage aux problématiques nationales, eh bien ces parlementaires sont confrontés à des restrictions bien plus importantes qu'en ce qui concerne les élus locaux. Après, on est également dans le même cas de figure. Le parlementaire qui se présente, il a bien sûr un suppléant, et qui, après son élection, quitte son rôle de parlementaire, à l'exception du fait qu'il soit nommé ministre ou qu'il soit dans une situation d'incompatibilité. Donc, s'il y a ce qu'on appelle les démissions volontaires, eh bien, contrairement à ce que l'on pense, le suppléant ne siège pas. Si les cas de figure que j'ai évoqués ne se présentent pas et que la démission est volontaire, eh bien, la loi, entre guillemets, fait la chasse aux stratégies d'influence et il y a obligatoirement une élection législative partielle liée justement à la démission du titulaire. Vous comprenez donc
que la situation reste cependant compliquée, puisqu'un certain nombre de maires, en tout cas de conseillers départementaux ou régionaux, devront faire des choix, mais dans ces choix ne pourront plus rentrer le fait d'être en avant pour pouvoir promouvoir quelqu'un dont on souhaiterait voir l'évolution de la carrière politique. Et je voudrais simplement rappeler que dans ce cas de figure, beaucoup de mandats politiques ne favorisent pas forcément excusez-moi, la crédibilité des différents élus, et que cette crédibilité risque d'être remise en cause par ce qu'on appelle le cumul de fonctions. Et aux dernières élections, c'est l'intérêt des élections à venir, et rappelez-vous qu'aux dernières élections, tous nos députés qui ont tenté d'être maires dans les différentes communes ont échoué dans cette démarche. Puis ils ont tous été battus, d'ailleurs très largement, puisqu'Hélène Christophe vainqueur n'a même pas obtenu les 10% qui étaient nécessaires. Alors, voyons comment l'électorat réagira. En tout cas, nous sommes dans l'hypothèse où, au regard de ce qui s'est produit pour les députés lors des dernières élections municipales, où l'électorat devient de plus en plus prudent par rapport au cumul de mandats et tant, comme je vous dis, c'est une hypothèse, à ce que les élus se consacrent davantage au mandat principal pour lequel ils estiment avoir la vocation, en tout cas pour lequel ils ont sollicité la légitimité du suffrage populaire. Attendons les prochaines élections pour voir exactement si cette hypothèse puisse se vérifier. Nous avons donc terminé concernant le cumul, les incompatibilités liées au cumul de mandats locaux. Nous allons donc passer à l'analyse de l'École nationale d'administration qui vient d'être supprimée par l'actuel président de la République. Pourquoi l'École nationale d'administration a-t-elle été supprimée? Elle a été créée en 1945 par le général de Gaulle et son rôle était de former les hauts fonctionnaires. Après la guerre, la France a beaucoup souffert, a perdu beaucoup de ses élites. Et il s'agissait de reconstituer le corps des hauts fonctionnaires. Et c'est la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les énarques, on les retrouve dans la haute fonction publique. Une grande partie des préfets, d'ailleurs, sont issus de l'École nationale d'administration, mais également beaucoup de présidents de la République, ou voire même beaucoup de ministres, sont issus de cette école prestigieuse. Mais le prestige de cette école a en même temps été son tendon d'Achille. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, s'est instauré un processus de discrimination. D'abord, quand on voit le profil sociologique des élus, en tout cas des énarques, très peu sont issus de familles modestes et ils sont très loin de représenter la diversité socio-professionnelle de la France. D'ailleurs, Pierre Bourdieu, sociologue bien connu, avait déjà dénoncé le fait que l'ENA était un instrument idéologique de reproduction des hiérarchies sociales. C'est donc vous dire combien il y a eu cette difficulté au niveau de l'ENA. Qui plus est, se rendant compte de cette situation, l'ENA a mis en place ce qu'on appelle des passerelles. Donc on peut accéder à l'ENA soit par le concours externe sur lequel nous allons venir, soit par un concours interne, soit par un concours qu'on appelle la troisième voie. Or, à l'intérieur même des énarques, il y a une hiérarchie, puisque ceux qui ont fait la filière royale, les énarques recrutés par le concours externe, occupent les postes de responsabilité les plus importants. Ceux qui sont passés par la voie interne, ce sont ceux qui ont 4 ans d'ancienneté dans la fonction publique et qui veulent postuler à l'ENA, mais occupent des responsabilités moins importantes. Enfin, ceux qui passent par la troisième voie, responsables d'associations ou voire même élus qui veulent postuler pour être administrateur civil, eh bien, il existe effectivement une troisième voie. Mais là encore, les responsabilités occupées par ces énarques de la troisième voie sont pour le moins marginales.
Alors pourquoi cette réforme? D'abord, il y a une filière d'excellence pour la première voie dont j'ai parlé, qui était le passage par Sciences Po Paris. Ce n'est pas la seule voie, mais en tout cas pour la voie externe, c'est celle qui est la plus performante, puisque une grande partie des énarques viennent justement de Sciences Po Paris. Sciences Po, qui est déjà une école discriminante par histoire, au point que, se rendant compte de cette discrimination, Sciences Po Paris a mis en place une discrimination positive, puisque par exemple certains lycées dans des quartiers défavorisés disposent d'un quota qui leur permet en tout cas qui permet à des élèves issus de ces lycées en situation difficile ou dans un contexte difficile d'accéder à Sciences Po et éventuellement de pouvoir continuer vers l'École nationale d'administration, même si les recrutements sont extrêmement limités. Et donc, cette filière des passages par Sciences Po Paris générait elle-même déjà, et bien en amont de l'ENA elle-même, École nationale, déjà une discrimination. Alors pourquoi s'est posée la question de la suppression de l'ENA, que le président de la République actuelle, je vous rappelle, avait déjà annoncé dans son programme politique. L'un des événements qui a précipité cette transformation, c'est la grève des Gilets jaunes, qui a été qualifiée de mouvement social d'ampleur nationale, mais anti-élite. Autrement dit, une partie de l'opinion publique considère que se sont installées des élites, on les appelle d'ailleurs, ils ont constitué une énarchie, donc ce sont des énarques, et que cette énarchie crée des fonctionnaires qui ont un pouvoir important de décision, mais qui sont trop loin de la réalité du terrain pour pouvoir faire en sorte que ces décisions soient pertinentes. Et plus récemment, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou alors qui a généré le coup de grâce de l'École nationale d'administration, la gestion des masques, ensuite des vaccins. Le président de la République l'a lui-même dit, il y a eu trop de lourdeur administrative et que cette lourdeur administrative a généré un retard important qui a été, en tout cas qui a limité l'efficacité de la lutte contre la propagation de la coronavirus. On est donc dans une situation où l'énarchie qui s'est installée, y compris d'ailleurs au niveau de l'actuel gouvernement, devenait trop lourde, en tout cas trop lourde, et que ça avait des incidences qui mettaient en décalage le service public par rapport aux attentes de la population. Dès lors, le président de la République a décidé non seulement de supprimer l'ENA, de la remplacer, cette école, par un institut du service public, que les recrutements ne seraient pas forcément par la filière Sciences Po. Il y aura toujours le concours d'entrée, mais les recrutements ne se feront pas forcément par la filière Sciences Po, mais par également d'autres filières, de manière à assurer la diversité du profil des énarques pour qu'ils ne soient pas formatés dans des logiques de fonctionnement, logiques constatées de plus en plus désuètes. Mais plus important, me semble-t-il, c'est que dorénavant, celui qui s'engage dans la haute fonction publique ne s'engage plus à vie, parce que les corps, en particulier le corps des administrateurs civils, fonctionnait à vie. Celui qui était fonctionnaire dans ce corps continuait l'intégralité de sa carrière à ce niveau. Maintenant, il y aura une relation contractuelle, à savoir que lorsque un haut fonctionnaire dorénavant sera nommé, non seulement il sera évalué, mais si l'évaluation n'est pas probante, il a la possibilité de pouvoir être démissionné, en tout cas retiré du corps des administrateurs civils en sa qualité de haut fonctionnaire. Donc en plus de la suppression de l'ENA, il y a donc cette diversité de profils qui va se mettre en place, mais cette diversité ne va pas s'appuyer sur la reconstitution d'une forme de corporation fermée. Au contraire, chacun sera évalué
et que son maintien dans la haute fonction publique sera conditionné par les objectifs qui lui ont été assignés et qui par conséquent devront être obtenus. Cette décision, personne ne peut la contester puisque l'ENA constituait un État dans l'État. On constate que les 10 premiers dans la hiérarchie des différents ministères sont pour la plupart des énarques. Ils constituaient par conséquent un réseau d'influence qui avait des conséquences sur l'orientation même des décisions et faute de cette orientation, il y avait des incidents sur la mise en œuvre de la décision. Donc il me semble qu'il s'agit là d'une bonne solution qui était nécessaire. Maintenant, est-ce que cette diversité ira jusqu'à remettre en cause le rôle de reproduction des hiérarchies sociales de la haute fonction publique? Il faut attendre avec le temps et considérer que cette première étape n'est pour l'instant qu'un prémisse, en tout cas qu'un prélude à une modification beaucoup plus large. Voilà, avec cette analyse sur la disparition de l'ENA, nous avons terminé nos réflexions sur les deux sujets locaux et le sujet national. Merci à nouveau pour votre fidélité sur Éclair TV et que la nuit vous soit douce, même si le temps est quelque peu pluvieux.